Allez, le débat tout de suite. On va parler donc du bilan et des perspectives 2022 des SCPI. Ils sont là autour de la table. Nous retrouvons donc Marc Bertrand, le directeur général d'Amundi Immobilier. Bonjour Marc. Bonsoir Jean-François. Avec nous également le président du directoire de Primonial REM, Grégory Frappé. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Grégory. Avec nous également, fidèle au poste, le président de Perial, Éric Cosra. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Eric, et puis un grand merci à celui qui était venu remplacer pour des raisons qu'on ne vous expliquera pas, mais au pied levé, Marc-Olivier Penin, c'est le directeur commercial de la Française, Christophe Inizan. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, c'est vrai qu'il est 18h passé. Allez, on attaque, bilan perspective, on va être ensemble pendant environ, on va dire, une quarantaine de minutes. On commence par la collecte. Comment s'est passée l'année 2021? Et comme je vois, Marc, que vous me regardez fixement, je vais commencer avec vous. Bilan de la collecte 2021. Pas un cru exceptionnel, mais de bonne qualité quand même. Alors c'est valable sur le marché, c'est valable pour nous aussi. Tous les supports SCPI ont collecté. Ça n'a pas collecté pour nous en OPCI. Et par contre, on a vu qu'il y avait de la place pour de nouveaux produits, nouvelles initiatives. Donc pour nous, ça a été une année sur laquelle on a travaillé à régénérer notre gamme produit. Ok, Voilà. donc on va parler justement de ces sujets-là. Grégory, du côté de chez Primonial, on se rappelle que l'année précédente avait été marquée par des chiffres en baisse, notamment sur toute l'activité Club Deal, sur la partie immobilière. Qu'est-ce que ça donne cette année sur l'ensemble des activités L'année 2021 va plutôt être un bon cru. On va revenir au niveau de 2019, qui était une année record. En matière de collecte SCPI, on devrait être autour d'1,3 milliard d'euros de collecte nette. La partie des unités de compte a marqué le pas cette année. Je pense qu'on finira autour de 500 millions d'euros de collecte. Et effectivement, on a eu l'occasion, au travers d'un certain nombre d'opérations assez emblématiques, de relancer très fortement notre activité de Club Deal pour les institutionnels. Et ça devrait représenter à peu près 1,8 milliard d'euros. Ok, donc chez vous, on revient au niveau de l'exercice 2019. Christophe Inizan, la Française, le bilan de l'année? L'année n'est pas terminée, mais globalement, on est sur une année qui est assez proche de 2020, qui avait été elle-même un cru plutôt bon, voire très bon, puisque en SCPI, on est à date à 1,2 milliard d'euros. Avec un effet de composition, c'est vrai qu'on a des thématiques qui émergent, comme la santé, mais le bureau résiste plutôt bien. Et puis un élément assez notable qui sont l'émergence, en particulier chez nous, des unités de compte, et spécifiquement des SCI, où là on collecte 400 millions d'euros à date, donc globalement une année qui est plutôt une bonne année en tendance. D'accord, les chiffres que vous nous donnez, c'est les chiffres La Française, plus sur la partie santé, oui, ce qui se fait avec Eurial? Tout à fait. On fait 500 millions d'euros, pour être précis, Jean-François, sur Eurial. Ok, Éric Cosra, je finis ce tour de table avec vous. L'année en termes de collecte 2021 chez Perial. Alors 2021 est une très belle année pour Perial, puisque nous allons collecter plus de 650 millions d'euros. Toutes nos SCPI sont en collecte positive, et avec deux nouveaux produits qui ont plutôt tendance à bien marcher. Donc PF Hospitalité Europe, dont la thématique est l'hospitalité, et puis également Perial Eurocarbone, qui est notre SCI pour assureurs, qui a également bien démarré donc cette année. Ok, par rapport à ça, on voit donc des évolutions qui sont potentiellement un peu contrastées. Je voudrais qu'on réfléchisse à essayer un peu de voir des tendances. Alors Eric nous disait tout a plutôt collecté, mais quand je regarde un peu les chiffres, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des segmentations sur la collecte entre les réseaux de distribution? Vous marque la partie réseau bancaire de tous les réseaux du groupe Crédit Agricole est très importante dans votre collecte. Donc, est-ce qu'il y a des équilibres entre établissements bancaires et CGP d'une part? Est-ce qu'il y a des sujets entre anciennes SCPI, et puisque, Eric, vous nous disiez, les nouveautés ont plutôt bien marché, est-ce qu'on vend nettement plus facilement les nouveautés et est-ce que c'est franchement plus dur sur les vieilles SCPI? Puis éventuellement, le dernier thème qu'on pourrait regarder, c'est le sujet diversifié face, je ne sais pas si je vais dire diversifié, mais on va dire les anciennes classiques face aux nouveaux produits spécialisés.
On va commencer par les vieilles SCPI. Je me tourne vers vous, Christophe Fénizan. C'est pas la plus vieille de la place, mais épargne foncière qui a fait l'objet d'une fusion. Est-ce qu'on arrive sur des produits qui ont un peu d'ancienneté encore à collecter? Ou est-ce que le marché réclame du neuf? Oui, les deux, mon général, mais plus sérieusement, les vieilles SCPI, c'est un terme qui n'est pas complètement approprié en ce qui nous concerne. Vous en avez cité, on a épargne foncière. Épargne foncière, c'est une vieille SCPI en âge, mais en patrimoine, c'est une SCPI qui est très récente, puisqu'on a renouvelé quasiment 50% du patrimoine sur les 5 dernières années. Donc on ne peut pas considérer qu'un véhicule comme épargne foncière est une vieille SCPI. Pour autant, il est vrai que les thématiques plus récentes, alors le Grand Paris, évidemment la santé et l'Europe, émergent comme des grandes gagnantes post-crise sanitaire. Mais il n'y a pas de match entre anciennes ou récentes SCPI. Il y a plutôt un match entre diversifiés, où on donne la main au client pour faire sa propre allocation au sein d'un fonds, et les SCPI plus récentes thématiques, où là, effectivement, on va bâtir un portefeuille sur des véhicules qui ont des thématiques spécifiques. C'est plus ce match-là qu'on voit chez nous. Éric, je vais vous poser la question. La plus vieille chez vous, en apparence, c'est PFO. Ça ne l'est pas forcément, puisqu'il y a eu aussi des évolutions de produits. Est-ce qu'aujourd'hui, des produits comme PFO, on les vend aussi facilement que les nouveaux produits qu'on met sur le marché? Alors, la plus ancienne chez Perial, c'est PF Grand Paris, qui date de 1966 et qui a été effectivement retransformée pour investir dans le Grand Paris. Non, parce qu'en 66, le Grand Paris, je vous aurais dit, vous Non, avez été oui, un tout à sacré fait. précurseur. Mais elle était essentiellement parisienne et elle a un patrimoine essentiellement parisien. Simplement, c'est que, effectivement, je suis d'accord, on a un match thématique diversifié et derrière la thématique, il y a la conviction. Et il y a donc la conviction de la société de gestion, Grand Paris, environnement, l'hospitalité au sens large, la santé. Et on voit que ces SCPI plaisent dans le marché parce qu'on est quand même dans un marché porteur et qui croît de manière régulière. La diversifier, c'est un produit de résistance. Et c'est un produit qui, je pense, marche mieux quand le marché est un peu plus compliqué en termes d'immobilier. Et donc, effectivement, chez nous, c'est celle qui marche le moins bien parce que la thématique diversifiée, justement, rencontre moins son public que la gestion de conviction qu'on peut avoir. Grégory, cette histoire de briques, ça doit vous faire plaisir? Ça me fait complètement plaisir parce que vous savez que moi, ce que je porte depuis longtemps, c'est la notion de SCPI pure. Quant à la nature des sous-jacents dans lesquels ils investissent, c'est d'aller proposer à nos clients des briques élémentaires pures. Et nous, on se présente plutôt au marché comme un allocataire. Une des briques principales, ça reste le bureau, mais on a fait labelliser ISR notre SCPI de bureau. Et c'est important, et je dirais qu'en termes d'allocation, c'est au moins la moitié des encours. Après, très tôt, à partir de 2016, on a souhaité se positionner sur la santé, la vie et l'éducation. Et nous, aujourd'hui, on est très clair. 30% dans un portefeuille, ça nous semble intéressant. Et aujourd'hui, on a des nouvelles thématiques sur ce que je vais qualifier de l'immobilier du quotidien, le résidentiel et l'hospitalité. Et ce n'est pas l'une contre les autres, c'est la constitution d'un patrimoine efficient. Marc Bertrand, vous nous avez dit année un peu atypique parce qu'on a exploré de nouveaux champs. Ça veut dire que, alors que la maison a plutôt la réputation de faire des SCPI généralistes, je dirais, vous avez vocation à aller chercher d'autres terrains? Le match ancien contre nouveau, je pense que c'est vraiment pas là qu'est la ligne, parce qu'on trouve des produits nouveaux qui ne marchent pas, d'autres qui marchent, et des SCPI anciennes qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc c'est pas tout à fait à cet endroit-là que passe la division. Moi, pour compléter, sans redire la même chose, oui, le marché est acheteur de thématiques. Thématiques sectorielles, thématiques régionales, acheteurs de conviction, il a besoin de percevoir la conviction. Donc les grands produits généralistes ont malgré tout besoin d'afficher une conviction de la société de gestion sur les marchés. Alors il y a le portefeuille, il y a la collecte, où est-ce qu'on va? Donc besoin d'afficher ça. C'est des logiques de gestion, c'est de simples logiques de storytelling qui consistent à dire que finalement, les gens, ils n'ont pas simplement envie d'acheter un taux de rendement, ils ont envie d'acheter une histoire. Ils ont besoin de comprendre la conviction pour se projeter à terme. Est-ce qu'ils sont en phase avec celui qui gère leurs produits? Je crois que c'est assez naturel. Après, de façon assez simple, je pense que certains réseaux sont plutôt acheteurs de produits simples, diversifiés, qui vendent
qu'ils achètent le marché pour le compte de leurs clients, et d'autres ont plutôt envie de composer la performance. Moi je dis souvent, on ne vend pas souvent des prémix à des barmen, quoi. Donc on a besoin d'avoir des produits avec de l'assemblage, mais d'autres réseaux ne sont pas, notamment certains réseaux bancaires, très mass market, n'ont pas forcément besoin de ça. Ok, alors on va regarder différentes thématiques. On a une question là qui nous est arrivée, donc on va la traiter très vite. Est-ce que vous renoncez petit à petit au bureau? Oui, non. Grégory? Moi, je vais dire clairement non, puisque je l'ai rappelé dans nos choix d'allocation. En revanche, il y a des choses qui sont fondamentales et qui doivent être prises en compte. Pour nous, l'investissement de la collecte, il doit se faire sur des immeubles neufs, labellisés, efficients et avec des bolons. Des bolons, pourquoi? Pour traiter deux sujets. C'est les changements d'usage sur les bureaux. On ne travaille plus aujourd'hui, on ne travaillera pas demain comme on travaillait hier, et le décret tertiaire. Et ça veut dire acheter du neuf, arbitrer ce que l'on ne va pas souhaiter retravailler et retravailler les actifs qui le méritent pour accompagner les nouveaux usages et le décret tertiaire. Je vais revenir vous chercher là-dessus. Eric, bureau, on oublie ou pas? Non, clairement non. Le bureau est incontournable déjà en termes de part de marché et puis également en termes d'usage. En revanche, on travaille l'usage, on travaille les patrimoines pour avoir des immeubles qui soient compétitifs et concurrentiels par rapport au marché. Marc, le bureau, fini? Capri? Ah non, pas du tout. Après, voilà, je me dis souvent, on confond un peu en français immeuble de bureau en confondant le meuble et l'immeuble. Est-ce que le bureau, est-ce qu'on va être derrière un bureau pour travailler en entreprise? On peut se poser la question et à mon avis de moins en moins. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'un immeuble pour travailler ensemble comme un lieu commun à travailler? Je pense que la réponse est largement oui. Donc comment aménager ces bureaux? Quels services? Quelles sont les localisations gagnantes? Là-dessus, oui, il y a une prime à la centralité, il y a une prime au neuf, il y a beaucoup de tendances qui sont assez nettes dans le marché. De ce côté-là, on considère, nous, un patrimoine qui est bien positionné. Christophe Hénizan, fin du bureau? Non, absolument pas. D'autant que le bureau corps, en l'occurrence, sur lequel on est tous positionnés globalement, a fait preuve d'une très forte résilience. Sur la partie obsolescence du parc, je pense que la réponse, elle est notamment dans l'ESG. Et il y a la démarche Best in Progress qui concerne effectivement une grande partie du parc immobilier ancien qui va permettre de monter en gamme le patrimoine, pour autant qu'il soit considéré comme obsolète, ce qui n'est pas le cas globalement des patrimoines des SCPI, okay, des acteurs qu'on représente. On va regarder, si vous le voulez bien, tout ça, notamment sur le décret tertiaire. Je voudrais qu'on continue sur le sujet des thématiques, puisqu'on a vu qu'il y avait des thématiques porteuses et que c'était ça aujourd'hui qui portait le marché. On a parlé du bureau. Je reviens vers vous. La santé, j'ai vu un communiqué de presse où vous annonciez le lancement d'une SCPI. Entre guillemets, c'est quoi ces spécificités par rapport à ce que vous faisiez auparavant avec Ariel ? C'est en quelques mots la médecine de proximité. Donc ça n'est pas que des EHPAD dont on a beaucoup parlé avec Urial, vous avez raison, et on est très fiers de ce qui a été fait avec Urial pendant quasiment 10 ans, puisque aujourd'hui la SCPI, que vous n'avez pas cité, Pierre Val, fait 2,5 milliards de capitalisation. Donc clairement, la thématique de la santé émerge comme une des thématiques gagnantes. D'ailleurs, je me permets de préciser par rapport à la question sur la thématique, finalement, on n'a rien inventé, puisque dans l'univers financier, on voit bien que nos confrères financiers font des allocations thématiques. Il y a des fonds thématiques qui émergent comme des grands gagnants. Et en immobilier, en SCPI, ça va être la même chose. Donc la santé, on est au début de l'histoire. On pense qu'on en a pour des décennies avec le vieillissement de la population. Donc LF Avenir Santé, puisque vous m'en parlez, est une thématique immobilière sur laquelle on a de très forte conviction pour les années à venir à la française. La santé, tout le monde est d'accord sur cette logique de thématique. Alors on voit bien les différences entre ceux qui achètent des EHPAD, ceux qui achètent des ensembles où on regroupe des médecins, etc. Mais tout le monde se dit que ça, on a de la visibilité là-dessus. C'est un secteur incontournable et je crois que toute la période Covid a mis ce secteur en avant. On vit tous dans des pays où la population est vieillissante et où l'enjeu de la santé est prédominant. Et quand on parle santé, on parle résidence sentier, mais on parle également résidence senior, on parle EHPAD. Et donc tout cet immobilier qu'il faut créer et développer pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Et au-delà de la thématique, puisqu'on parle de SCPI thématique, on voit bien également qu'on a un marché immobilier qui s'est extrêmement segmenté ces dernières années. Et donc avec à chaque fois un immobilier dédié à des besoins de nos concitoyens, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le loisir, que ce soit pour les seniors ou les résidences étudiantes. Parfait. Autre thématique, on a parlé du bureau, on a parlé de la santé, je voudrais qu'on parle du résidentiel. Grégory, c'est l'avantage d'avoir un plateau où on a toujours les mêmes invités, c'est qu'on peut les suivre dans le temps. Vous nous en aviez beaucoup parlé.
Moi, je voudrais juste peut-être dire un tout petit mot sur la santé. Il faut juste faire attention parce que la profondeur de marché en matière d'investissement n'est pas infinie sur cette thématique. Nous, on l'a exploré depuis 2016 au travers de grands partenariats avec les exploitants qu'on va accompagner dans leur développement et dans une logique pan-européenne avec une organisation et des équipes de proximité pan-européennes pour aller chercher les opportunités d'investissement sur un marché qui n'est pas infini. Aujourd'hui, la thématique, donc après avoir exploré le bureau, la santé, alors le résidentiel, ça nous semble quelque chose d'extrêmement porteur. L'immobilier, il faut le voir comment on l'appréhende. Nous, on a souhaité l'appréhender d'une façon non fiscale, d'une part. Et puis par ailleurs, en essayant de se dire comment trouver des moteurs de performance sur l'immobilier, alors que par nature, ça peut être moins rémunérateur que d'autres classes d'actifs. Donc nous, on l'appréhende finalement en allant sur ce qu'on appelle le build to rent, c'est-à-dire des immeubles en bloc conçus dès l'origine pour être loués, servicés, donc répondant aux nouveaux usages, dans une logique européenne. Et pour compléter le rendement, on met également des revenus récurrents sur de l'hôtellerie. Et le match des deux... On est loin du bail de la loi de 1989, où on a le gars 3 ans, où on est bloqué sur son indexation, etc. Pour nous, pour installer l'immobilier résidentiel comme une nouvelle classe d'actifs, il faut qu'il soit à minima aussi performant que le bureau et la santé. Et ça nécessite un peu d'ingénierie. Marc Bertrand, le résidentiel, ça vous intéresse, oui ou non? Dites-moi oui ou non. Déjà, la réponse est oui. Ok, alors maintenant, je vais quand même vous faire réagir, parce que Grégory nous dit « Ah, attention, faisons gaffe sur la santé, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive, et puis le marché n'est pas extensible à l'envie. » Et en pareille situation, Grégory, on est bien d'accord, ce qui se passe, c'est les prix flambent et perdent une certaine rationalité économique. Sur les blocs d'immeubles, etc., parce que tout le monde est en train de vouloir faire du résidentiel, j'ai un peu le sentiment que tout le monde veut acheter des gros blocs, etc., parce que le résidentiel, on l'a quitté parce qu'on n'avait pas envie de, pardonnez-moi l'expression, de s'embêter avec des milliers de locataires et qu'on préférait avoir qu'un seul Gus qui gère tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des tensions sur les blocs? Alors d'abord, sur la santé, je partage l'avis de Grégory, c'est-à-dire que thématique très porteuse, mais tout le monde est porté dessus, donc il y a du monde. Sur le résidentiel, par contre, il y a de la place. C'est le marché le plus profond, le résidentiel. C'est 1 200 000 transactions. Ça, c'est en nombre. Si on calcule ça en euros, c'est vraiment le marché le plus profond. Le problème, c'est que traditionnellement, l'institutionnel se bataille pour des blocs du neuf, c'est-à-dire à peu près entre 5 et 10% du marché total. Donc, si on veut revenir et en sevrant le marché du traditionnel lien entre résidentiel et fiscal pour le proposer à grande échelle, il faudra revenir, et c'est notre ambition notamment sur un produit qu'on a lancé en unité de compte de contrat d'assurance, c'est de revenir sur le cœur de marché, et on a des ambitions de revenir sur le marché du diffus. Voilà, parce que c'est un marché qui est traditionnellement délaissé par les investisseurs institutionnels, sur lequel il faut s'organiser, il y a de la valeur à créer, il y a du service à créer, et il y a aussi tout un parc à rénover avec l'ambition de faire avancer les choses sur la qualité du parc locatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller voir les gens en leur disant climat et résilience. Finalement, vous vous rendez compte de toutes les obligations que vous allez avoir? Ça va vous coûter une blinde? Vous seriez mieux de sortir aujourd'hui pour moins cher? On va essayer de le faire positivement. Mais oui, acheter des biens sur lesquels il y a un travail de rénovation énergétique pour améliorer le parc locatif et ensuite le mettre à disposition de locataires avec un parc diffus de bonne qualité. Pourquoi pas, en imaginant dans un groupe bancaire à aussi aider les gens, leur faire un peu la courte échelle pour qu'ils puissent accéder à la propriété. C'est quelque chose qui a clairement du sens. Ok, allez, ça, on voit bien la logique de thématique, de spécialisation, etc. Je voudrais vous entendre, du coup, sur les nouvelles classifications de l'ASPIM. Christophe Finizan, la logique, ça a été un gros dépoussiérage. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'officiellement, c'est une classe d'actifs à part entière et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait une vraie classification bien propre? Oui, clairement, l'ASPIM, et les représentants ici travaillent depuis de très nombreuses années, travaillent à
donner plus de visibilité à l'univers SCPI qui partait de loin. Donc la classification et l'expression de la performance, c'est un vrai sujet. On sait bien qu'il y a des véhicules sur la place aujourd'hui qui ont des niveaux de risque, des SSRI de 2, alors que dans l'univers, il y a des niveaux de performance qui sont très éloignés, des marchés qui ne fonctionnent pas de la même façon. Qualifier, nous, à la française, on a une SCPI qui est épargne foncière, la mettre en 2, là où des véhicules qui délivrent des performances bien plus élevées, avec un niveau de risque bien plus élevé, également en 2, c'est probablement une anomalie sur laquelle on va être Donc ça veut amené dire quoi? à Ça veut dire corriger que le tir. le SRRI de PRIPS, de toutes les autorités européennes, etc., techniquement, il ne faut surtout pas que les clients le regardent? Au contraire, c'est juste que c'est une évolution naturelle vers laquelle la place et la SPIM travaillent pour donner plus de visibilité, de cohérence au positionnement des différentes thématiques qu'on est amené à apporter lorsqu'on est CGP sur les SCPI qu'on Eric Cosra, est-ce que cette classification s'applique sans difficulté ou est-ce que sur des produits de chez vous, vous vous dites, tiens, il peut y avoir des petits soucis ou pas? Je crois que ce qui est important, c'est qu'on a un marché SCPI qui est mature, qui a une taille prépondérante maintenant, et que tout ce qui va en termes de transparence, de comparaison, de structuration est positif pour que le client et ses conseillers et son conseiller puissent choisir en bonne et due cause. Il y a également des évolutions, les évolutions fiscales. On investit de plus en plus en Europe, donc forcément le DVM n'est plus le même puisqu'il faut intégrer justement les avantages fiscaux que nous avons lorsqu'on investit au-delà de nos frontières. Il y a également une manière d'acheter l'immobilier qui devient très différente, avec des ratios qui deviennent très différents. Donc tout ce qui va dans ce sens-là est important. Maintenant, il y a effectivement des catégories qui ont été réalisées. Nous, PF Hospitalité, on a choisi, et pour les raisons évoquées ici par Grégory notamment, c'est-à-dire que le secteur de la santé est effectivement assez petit et qu'on a voulu nous en faire une SCPI au sens un peu plus large qui recouvre tout ce qui est au sens de l'hospitalité, c'est-à-dire l'hébergement sous gestion, que ce soit de la santé ou que ce soit de l'étudiant, du senior ou de l'EHPAD, etc. Et là, voilà, c'est notre conviction. Effectivement, elle ne rentre pas dans les cases puisque les segmentations de la SPIM ont voulu segmenter l'hôtellerie et l'hébergement sous gestion. Ok, j'espère que Jean-Marc Colli ne m'en voudra pas. De toute manière, vous avez tous participé à la décision, donc officiellement, vous êtes d'accord. Est-ce que malgré tout, il n'y a quand même pas un problème sur le bureau puisqu'on rappelle la règle, grosso modo, on est classé dans une catégorie spécialisée dès lors qu'on est à plus de 50% dans cette catégorie-là. Et on est en diversifié dès lors qu'on a 3 classes d'actifs minimum et qu'aucune ne représente plus de 50%. Est-ce que vu la nature du marché immobilier, je fais notamment la référence à ça par rapport à la typologie de clientèle que vous avez évoquée tout à l'heure, Marc, si je peux me permettre. Oui. C'est-à-dire que vous nous disiez grosso modo, vous allez avoir des conseillers, parfois, souvent dans des réseaux bancaires, qui vont vouloir vendre un seul produit, qui soit une sorte de truc un peu généraliste. Dans le marché, oui. Et où vous dites le terme vendre le marché. Et puis quand on va avoir des conseillers qui sont plus pointus, on va chercher des choses plus spécialisées pour faire des allocations avec des briques. Sachant que le marché de l'investissement est traditionnellement composé à peu près à 2 tiers de bureaux, 15 à 20% de commerce, et puis j'ai pas fait le compte, le reste qui se divise entre les autres classes d'actifs. Une SCPI qui a 2 tiers de bureaux, est-elle une SCPI bureau ou une SCPI diversifiée qui réplique le marché? Non, c'est une bonne question. Moi, ceci étant, je ne gâche pas le plaisir, c'est-à-dire que, ayant participé aux travaux, je ne les renie pas du tout. C'est déjà une vraie avancée que d'essayer d'avoir une segmentation qui sorte de la classique diversifiée de l'européenne qui date... peut-être pas d'avant la guerre, mais de quelques décades. Donc ça avance, ça permet de segmenter. Voilà, tout n'est pas parfait, il y a encore des petits trucs, des petites choses d'amélioration, mais c'est un vrai grand pas. Question là encore qui me vient dans cet échange. On voit bien cette volonté de spécialisation, on voit bien cette volonté de construire un portefeuille. Est-ce que par rapport aux modalités de souscription aujourd'hui, on pense décemment qu'un conseiller en gestion de patrimoine, quand il va avoir un client qui veut mettre 50 000 €, il va mettre ça sur 5 SCPI à, excusez-moi l'expression, s'emmerder à faire de la paperasse 5 fois. Grégory Frappé. Deux choses. La classification, pour moi, elle a pour but d'éclairer le client sur le niveau de risque auquel il s'expose et qu'il est prêt à assumer. Parce que tous les gérants ont des équipes de qualité, à mon avis, très satisfaisantes aujourd'hui. N'est pas gérant au sens de l'AMF qui veut, mais un rendement, c'est la rémunération d'un risque ou d'un choix d'allocation sectoriel. Moi, je suis un fervent militant
pour la diversification sur de nombreuses SCPI. Pour moi, il appartient aux conseillers à gestion de patrimoine d'intégrer la paperasse induite par cette diversification. Il est rémunéré pour dispenser ce conseil. Et s'il fallait à l'avenir travailler collectivement pour simplifier les modalités de la souscription, je pense qu'on serait tous d'accord. Ok, alors maintenant, on va regarder, après avoir traité ce sujet-là, on va regarder le sujet des distributions très rapidement parce qu'il est 18h40. Petit point sur les distributions 2021. 2020 avait été erratique avec des stratégies différentes selon les maisons. Je rappelle que certains avaient décidé de couper 30% et puis dire après on verra. D'autres avaient dit on va distribuer en fonction de ce qui tombe en termes de loyer. Donc ça avait, en tout cas l'année 2020 avait été relativement volatile. Christophe Nizan, je commence avec vous. 2021, la tendance sur les distributions sur les produits de la Française. On va tenir les prévisionnels de début d'année, donc qui étaient alignés avec la performance de l'année dernière. Autrement dit, sur les principaux véhicules de la Française, on va être ISO de l'année dernière. Donc globalement, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, sur l'impact, on voit clairement qu'on est quand même en sortie de crise. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration notable de beaucoup d'indicateurs qui vont se confirmer dans les performances qu'on va annoncer dans quelques semaines. Est-ce que vous flippez avec la 5e vague, Pierre ? 5e vague ? Ouais. Non, parce qu'on pense que de 5e vague, on verra comment elle se manifeste. Il y a eu beaucoup d'agitation sur les marchés à l'annonce du nouveau variant. On se rend compte a priori, je ne suis pas médecin, mais que ce serait peut-être gérable davantage que les premières vagues. Et immobilièrement parlant, il y a des véhicules que sont les SCPI qui ont fait preuve de leur capacité de résilience. Et à la française, on traduit ça concrètement comment ? Par des niveaux de réserve qui, dans le pire des cas, nous permettrait d'affronter de nouvelles vagues de crise sanitaire. Eric Costra, tendance sur la distribution, stabilité, hausse ? Alors, stabilité, hausse pour les SCPI qui ont un peu plus souffert l'année dernière, donc rattrapage, notamment justement sur notre SCPI diversifié PFO, donc avec une forte hausse, et sinon plutôt stabilité, avec des rendements offerts entre 4 et 4,50. Ok, Grégory, frappé. Des rendements également en ligne avec les prévisions de début d'année, compris entre 4 et 4,50. Si je devais peut-être apporter un élément à cet échange, c'est de dire que pour nous, il faut que ce soit un produit avec une rente assez stabilisée dans le temps. Donc on s'applique la double règle, d'une part de toujours distribuer ce que l'on encaisse. Donc on n'est pas aujourd'hui à vouloir constituer davantage de réserves et d'essayer de proposer aux clients investisseurs de leur rendre les plus-values lorsqu'on en réalise, de leur distribuer le loyer et de, y compris prélever sur le report à nouveau, s'il fallait stabiliser le loyer. Il est fait pour ça, pour stabiliser la distribution sur des périodes plus compliquées. Donc ça veut dire que vous avez utilisé des plus-values cette année pour faire la distribution ? Alors on ne les a pas utilisées, on a fait tourner nos patrimoines, fait des plus-values, et la promesse client est de rendre aux clients ces plus-values. Marc Bertrand, stabilité ? Stabilité, on est surtout conformité aux prévisions, alors que l'année a été un peu sportive, surtout dans sa première partie. Donc, c'est-à-dire un profil assez inverse en fait à 2020, qui avait 2020 bien commencé et mal terminé. Et là, c'est clairement l'inverse pour 2021, mais ça s'est terminé à peu près, même étonnamment proche pour ce qui nous concerne de ce qu'on avait prévu. Donc là-dessus, c'est plus satisfaisant, ce qui fait qu'on avait commencé les distributions plutôt en bas de fourchette de ce qu'on avait prévu et qu'on va être en mesure de compléter pour revenir au milieu de fourchette de ce qu'on avait prévu. Voilà. À l'intérieur, il y a une partie de réserve et de plus-value qu'on a dégagée à peu près sur la même stratégie. Ok. Très rapidement, j'imagine que les uns et les autres, vous avez eu un peu les premiers retours d'expertise. La tendance, c'est quoi, Marc Bertrand? Je reste avec vous, tiens. Il y a un signe plus modéré. Après, il y a des réalités diverses entre les marchés. Alors, bureau, ce qui est en Allemagne marche très bien, ce qui est très central marche très bien, ce qui est périphérique marche moins bien. Voilà. L'hôtellerie, c'est toujours un peu compliqué parce que les incertitudes du Covid sont toujours là. La santé se porte bien, la logistique explose. Et la santé, c'est plutôt aussi sympathique, mais après, ce sont des petits secteurs sur lesquels il y a beaucoup de monde aussi ces temps-ci. Ok, sur le fond, tout le monde est dans cette ligne, plus ou moins pas grand-chose dans les premières expertises? Moi, je m'inscris exactement dans ce qu'a dit Marc, au bémol près qu'on ne fait pas de logistique. Juste par rapport à ça, quand on a les expertises, on se dit quoi quand on voit un peu l'environnement? On se dit,
on peut améliorer la collecte en sortant des... même si on a 2% de hausse des valeurs d'expertise, il faut tout de suite que j'augmente de 2% ma valeur de part. Ou est-ce qu'on se dit, coulera haut le jouant à l'instabilité? Eric? C'est un choix qu'on n'a pas encore fait. Nous, on a des patrimoines qui évoluent entre plus 2 et moins 2%, selon les CPI. Il est vrai que ce sont les immeubles vacants qui sont plutôt sanctionnés par les experts. On n'a pas encore analysé, encore une fois, ce sont des prévisions, et donc on verra ce qu'on fera sur notamment les CPI qui sont en patrimoine positif. Ok, on vient de faire donc le bilan de l'année 2021, il est 45. Donc je dis tout de suite, on finira pas l'émission à 45, on va faire un petit quart d'heure de plus. Mais ça sera mon cadeau de Noël. Allez, on va maintenant se projeter sur l'avenir. Première question, dans vos scénarios, parce que vous faites tous des scénarios macroéconomiques pour savoir un peu comment les choses vont se passer, est-ce que vous prévoyez des hausses de taux en 2022 ? Grégory, frappez. La prudence invite à dire qu'on n'a pas de boule de cristal, mais le scénario central, c'est qu'il devrait y avoir des hausses de taux mesurées. Nous, on modélise 25 points de base d'augmentation de taux OAT sur l'année prochaine, mais on pense que la prime de risque immobilière est capable d'absorber et que ça ne se traduira pas pour les actifs de qualité par une décompression des taux de rendement à l'acquisition. Dans un contexte dans lequel, il faut quand même se le dire, hein, la croissance elle est à 6,5%, le taux de chômage il est à 8%, le CAC 40 il est à 7000 points et les entreprises utilisatrices de nos immeubles de bureaux, ce sont ces entreprises. Donc il va y avoir un peu d'inflation au bénéfice des loyers. Il y a des vrais enjeux, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hausse de taux? On les attend depuis longtemps, ils ne sont pas là. Les prévisions de la BCE sont quand même assez réconfortantes et je partage l'avis de Grégory, c'est-à-dire que même s'il y a une hausse des taux, elle sera légère et on sera en capacité de les absorber compte tenu de la prime de risque historique de l'immobilier par rapport aux obligations. Ok, donc du coup je vais lancer notre débat parce que j'imagine qu'il va y avoir consensus sur le sujet. Donc je vais lancer un débat sur le thème de ce que nous a dit Grégory. Grégory nous a dit voilà, il va y avoir de l'inflation, donc il va y avoir une indexation des loyers. Est-ce que décemment, vous avez le sentiment que vous allez pouvoir passer vos indexations de loyer? Ou est-ce que finalement, entre la crise de Covid, etc., j'imagine que vous devez avoir quelques locataires qui commencent à gratter à la porte en disant « Bon, dites donc, il va falloir qu'on trouve des solutions parce que moi, ce truc-là, je me suis rendu compte que ça me coûtait cher. » Donc, est-ce qu'on va réussir à passer les indexations inflation et est-ce que les locataires commencent à quémander? Christophe Inizan. C'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. En complément par rapport à la question sur les taux, oui, la question elle est plus sur l'inflation va-t-elle s'accélérer en 2022 ou est-ce qu'on va rester sur des niveaux mesurables et maîtrisables? Le scénario central sur lequel on travaille tous, effectivement, je pense que c'est un scénario avec une inflation où on reviendrait à une normalisation de l'inflation. C'est ce qu'a dit d'ailleurs la BCE là tout récemment, hein, c'est qu'on aurait un pic d'inflation fin 2021 et qu'on reviendrait très probablement sur une inflation plus modérée en 2022 et donc indirectement sur les taux, on pense que ce sera gérable. Concernant les négociations sur la capacité qu'on aura à passer cette indexation, si l'indexation elle est autour de 2, il n'y a aucune raison qu'on ne passe pas cette indexation, dans l'absolu. Est-ce que les entreprises sont dans leur rôle de discuter le passage de cette indexation? C'est tout le sujet, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Immanquablement, il y aura quelques négociations, mais dès lors qu'on est autour de 2, ça devrait être gérable. Marc, est-ce qu'il faut craindre ça? Le fait que les entreprises disent, bon, ok... Non, je ne pense pas du tout que l'indexation aujourd'hui soit un sujet pour les entreprises. La question, c'est l'adéquation de leur immeuble comme outil de travail. Ce n'est pas les 2% qui les préoccupent, c'est de savoir s'ils ont un outil de travail qui est cohérent. Pourquoi est-ce que, si c'était qu'une question de soutenabilité des loyers, on n'aurait pas un taux de vacances à 3% dans un endroit qui se vend à 850 € le mètre carré. Donc c'est pas du tout, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est est-ce que le produit, est-ce que l'outil de travail est adapté? Et ça se joue pas à 2% près en fait. Ok, donc ça se joue de manière plus importante. Donc je vais prendre ma question de manière un peu différente, toujours en me mettant quand les à la entreprises place du viennent client nous final qui vient me voir, moi conseiller, qui pose des questions. Est-ce qu'on va pas, puisque vous nous dites, j'ai bien entendu, vous m'avez dit tout à l'heure, le bureau, mais le bureau c'est le meuble, on fait la confusion, est-ce qu'on va...
est-ce que vous n'allez pas avoir les locataires qui vont vous dire, bon, l'immeuble, il n'est plus adapté à mon besoin moderne tel qu'il apparaît avec le télétravail, la présence dans les trucs. Vous comprenez, il faut faire des travaux. Ça m'arrangerait bien quand même que ce soit vous qui les payez. Et quand je dis vous, c'est pas vous, c'est les porteurs de parts de SCPI. Alors, faut pas tout mélanger quand même. Les entreprises, elles viennent nous voir avec des discussions qui portent en général pas sur la clause d'indexation, ça je vous le garantis. Par contre, oui, je confirme qu'elles viennent nous voir, comme elles viennent tous nous voir, en disant « Ah, ben moi j'aurais besoin d'une clause de respiration, j'aurais besoin d'un peu moins de surface, parce que j'aurais besoin de gérer un certain nombre de surfaces en mode projet, plutôt. » Donc la flexibilité, elles viennent nous voir sur les sujets de flexibilité, d'adaptation. Aujourd'hui aussi, ça monte en régime d'avoir des discussions autour de la qualité ESG, de la performance énergétique des bâtiments. C'est une obligation qui est là avec le décret tertiaire, mais c'est aussi une préoccupation qui monte en régime auprès des locataires. Donc tout ça fait un ensemble. Est-ce que ça, je crois que derrière, nous, notre conviction profonde, c'est qu'on va subir une phase d'adaptation. Maintenant, est-ce que ça écroule le modèle économique qui prévaut au SCPI et leur capacité distributive? Notre réponse et notre conviction, c'est non. Grégory Frappé? Dans le prolongement de ce qu'a dit Marc, l'indexation n'est pas un sujet. Les conversations, elles portent sur l'adaptation de nos bureaux aux attentes de nos locataires. Moi, j'ai la double conviction, en vérité, que les locataires vont, hormis pour leur siège, vouloir soit des loyers plus flexibles, donc des engagements moins longs, soit des clauses de respiration. Et que, par ailleurs, les collaborateurs, les talents des entreprises vont vouloir des services, et ça ne sera pas le meuble, ça ne sera pas le DES, ça sera de venir vivre une expérience de management ou collaborative. Plusieurs choses à ça. Moi, je suis convaincu, en revanche, que tout le télétravail va pas s'exprimer à domicile. C'était la solution par défaut pendant la crise sanitaire, et il va y avoir des tiers-lieux en complément des sièges pour accueillir cette flexibilité. Le vrai sujet, c'est est-ce que ce sont les foncières qui opèrent ces tiers-lieux ou est-ce que ce sont des coworkers qui auront le modèle économique pour payer aux foncières des loyers fixes, assumer la sous-location vis-à-vis des entreprises utilisatrices et offrir ces services. Et ça, c'est sur la table et je suis persuadé que les SCPI vont pouvoir adapter leur patrimoine en maintenant leur distribution. D'accord, mais quand vous dites des foncières, vous intégrez les SCPI dans les foncières. Bien sûr, pardon. Les détenteurs de portefeuilles immobiliers. Ok, donc la question c'est est-ce que ça sera intermédié par des coworkers ou est-ce que ça ne le sera pas? Allez, on passe parce qu'il est 52. Objectif de distribution. On a parlé donc d'indexation, de problèmes de vacances, de problèmes d'adaptation des locaux, etc. Éric Cosra, puisque vous me regardez, ça sera donc pour vous votre budget 2022 en collecte et les tendances 2022 en termes de distribution. Alors nous, on table sur 800 millions d'euros de collecte à travers nos 5 produits, donc c'est une augmentation significative par rapport à ce que nous avons réalisé. De mémoire, vous m'avez dit 650 tout à l'heure. 650 millions. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes optimistes, nous sommes positifs sur l'immobilier, avec un peu d'inflation. Ça ne fera pas de mal à tout le monde, de toute façon, et y compris l'immobilier qui en profite généralement. Et nos tendances de taux de distribution seront à peu près équivalents à cette année. Ok. Christophe Unizan. Je pense que si on réitère la collecte de 2021 à la française en 2022, on sera très heureux au sens où... Donc vous aurez un structure produit un peu moins de 2 milliards, c'est quand même très significatif dans l'environnement actuel. Effectivement, on a la dimension SCPI Santé qui intervient et qui vient d'être lancée, mais globalement... le biais qu'il faut retenir quand même, c'est l'émergence dans la collecte des unités de compte immobilières. Je pense qu'après une séquence d'unités de compte de SCPI auxquelles les assureurs ont beaucoup concouru, on est passé dans un univers où on va avoir davantage de collecte sur les sociétés civiles. Et ça alimente bien évidemment en grande partie nos flux de capitaux. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on sera à peu près ISO 2021. Et sur les performances, également sur une stabilité des performances attendues. Je précise juste quand même, pour compléter le propos sur les réserves, on a certaines SCPI qui ont des niveaux de réserve très élevés. Il est évident qu'en sortie de crise, si on en sort et on va en sortir l'année prochaine, la question se posera, quand vous avez des fonds qui ont 8 à 9 mois de réserve, de ce qu'on en fait. Bien évidemment, on n'a pas vocation à les garder éternellement dans les fonds. Parfait. Marc Bertrand, objectif collecte et objectif distribution.
Objectif collecte, on part sur des chiffres qui sont assez proches en volume global de ce qu'on a de ceux de 2021. Pour ce qui nous concerne, je citais qu'on est en phase de régénération de notre gamme de produits et sortir de nouvelles thématiques. Je serais beaucoup plus intéressé par la composition de cette collecte et de son transfert vers des produits, des thématiques nouvelles que par son volume en absolu. Voilà. Donc c'est plutôt ce virage-là qui va m'intéresser pour 2022. Ok, Grégory Frappé. Nous, on est organisé structurellement pour être en capacité de faire environ 1 milliard d'euros de collecte SCPI par an. On est quand même porté par les tendances de marché pour faire moins les mauvaises années, plus quand c'est très porteur. Et également, moi, je considérerais que l'année prochaine est une année réussie si on réussit à installer nos choix d'allocation et de faire converger cette épargne vers nos convictions en matière d'investissement et en installant peut-être plus durablement toutes les thématiques relatives à l'immobilier du quotidien. Bon, alors on a dépassé le timing complètement. Je vous ai dit que c'était mon cadeau de Noël. Mais bon, comme on sait que vous adorez cette émission et qu'on avait un peu de temps aujourd'hui, on en a profité. Même s'il est 56, on va encore prendre quelques minutes. Je vais vous demander 1 minute chacun, pas plus. Parce que sinon, on va trop déborder. Si vous aviez une lettre à écrire au Père Noël concernant les SCPI, vous lui demanderiez quoi? Grégory Frappé. Non, moi déjà, je demanderais que la crise sanitaire pour chacun d'entre nous et tous nos proches soit quelque chose qui soit derrière nous. Mais ceci étant dit, moi, il y a une conviction que je porte. Il y a un peu de dette aujourd'hui dans nos produits qui viennent en soutien de la compression des taux que l'on constate sur les investissements. On est traditionnellement sur de la dette hypothécaire. Et moi, j'aimerais bien que collectivement, on arrive à mettre de la dette obligataire. Je pense qu'il y a bien 50 points de base de performance à aller chercher si on arrivait à porter avec la SPIN ce sujet. Donc la possibilité de changer la réglementation pour pouvoir faire des emprunts obligataires sur les marchés. Éric, que sera votre cadeau au Père Noël? Votre demande au Père Noël, c'est quoi? C'est que l'ensemble de la gamme des produits Périal soit labellisé ISR, mais j'ai pas attendu le Père Noël pour pouvoir le faire. Ça, c'était la page promo d'Éric Cosra. Et juste, non, mais alors, non, je ne vais pas attaquer sur le sujet parce qu'on aurait pu parler des décrets tertiaires, des coûts et tout ça, mais on le fera une prochaine émission. Christophe, finissons. Non, moi, modestement, je pense que si on pouvait revivre sur l'univers des SCPI pour les 20 prochaines années, la même chose que les 20 dernières années, franchement, je pense qu'on signe toutes et tous. C'est tout à fait exceptionnel et un petit message quand même à ceux qui nous écoutent et un grand remerciement parce qu'ils ont été les précurseurs au Conseil en gestion de patrimoine qui nous ont largement accompagnés dans le développement de nos gestions de SCPI. Et donc voilà, merci à eux et j'espère que ça continuera. Marc Bertrand? Ce serait de leur simplifier la vie à nos conseillers en gestion de patrimoine si on pouvait aller à l'encontre de 30 ans de 30 ans de complications du processus de souscription. Parce que voilà, donc si on pouvait resimplifier le processus de souscription des SCPI et des produits immobiliers au sens large, ce serait voilà. Maintenant, il est loin le Père Noël. Il a encore. Voilà. Non, tout ça pour blague mise à part, on a tous fait d'énormes efforts, toutes les sociétés de gestion, pour faire du zéro papier et tenter de digitaliser les processus de souscription des SCPI, mais ça reste un acte malheureusement encore compliqué, trop compliqué, et surtout quand on compare à plein d'autres produits. Il y a une histoire de forme d'injustice là-dessus, quoi. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à celles des auditeurs que je n'ai pas toujours cités, mais je les ai prises, je les ai intégrées dans les miennes. Moi, je vais vous dire, en mon nom et au vôtre, j'ai écrit une lettre au Père Noël en disant j'aimerais bien qu'il revienne à nouveau pour la 4e saison l'année prochaine pour qu'on fasse le point parce qu'on a encore plein de sujets qu'on n'a pas traités. Je disais aujourd'hui, on n'a pas parlé de la présidentielle, on n'a pas parlé du décret tertiaire, etc. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que le Père Noël m'a dit que je recevrai mon cadeau et vous aussi. Ils seront donc là l'année prochaine pour la prochaine saison et plus encore de mémoire, les rendez-vous ensemble, ça sera au mois de mars, au mois de juillet. Non, au mois d'avril, au mois de juillet et au mois de décembre. Il faudra qu'on vérifie nos agendas. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres durant cette émission et durant cette saison. Je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine.